Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le vendredi 29 mars, Salim Berrada, un photographe de 39 ans, a été condamné à 18 ans de réclusion criminelle, reconnu coupable d'une série de 15 viols et agressions sexuelles. L'homme est surnommé par les médias le violeur de Tinder. Au départ via d'autres réseaux en prétextant des séances photos, puis sur l'application de rencontres, il entrait en contact avec des centaines de femmes et, dans un premier temps, 17 d'entre elles ont porté plainte pour viol ou agression sexuelle. Cet épisode de Code Source est raconté par deux journalistes du Parisien, membres du service police-justice, Clara Seren-Rosso et Pascal Aigret. Pascal Aigret qui a suivi le dossier depuis le début, elle avait publié le témoignage de l'une des premières victimes en 2017. Pascal Aigret, on a choisi de commencer ce podcast en 2017, un jour d'hiver au mois de janvier. Vous rencontrez une jeune femme de 25 ans, une Américaine, qui a été victime d'un homme. Nous l'appellerons Sandy pour préserver son anonymat. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Sandy, quand je la rencontre dans le cabinet de son avocate, c'est une jeune femme très jolie, avec de grands yeux verts. Elle est très émue parce qu'elle veut vraiment raconter son histoire. Et elle m'explique qu'elle était venue à Paris pour faire des études de management. Et à ce moment-là, dans le cadre de ses études, elle cherche aussi à gagner un peu de sous. Et comme elle est très jolie, elle se dit que poser comme modèle, ça peut être quelque chose d'agréable. Les faits qu'elle dénonce remontent à 2015. Un photographe, Salim Berrada, la contacte par Internet pour lui proposer de faire une séance photo. Elle se dit que c'est une opportunité et un jour de janvier 2015, le mercredi 7 janvier, elle se rend chez lui. Comment ça se passe au départ ? Au départ, ça se passe très bien. Elle se dit que c'est une opportunité pour parler aussi un peu technique photo. Elle s'attend donc évidemment à poser comme modèle, puisque c'est comme ça qu'ils ont pris contact. Elle s'attend à des photos un peu dénudées, mais pas vulgaires. Il vient la chercher au métro Gambetta. La séance photo doit se passer en fin de journée, vers 19h et quelques. Et puis, il l'emmène dans son studio. Il vit rue Pixerécourt, un petit studio de 35 mètres carrés, où il vit et travaille. Et puis, il lui propose de boire un verre de vin blanc. Elle accepte et elle raconte qu'après 2-3 verres, elle est prise de vertige, que tout devient flou, que elle pense mais c'est étrange, d'habitude je tiens un peu mieux l'alcool, 1 ou 2-3 verres, et puis qu'elle entend aussi insister pour parler de sexe avec elle, et puis elle ferme les yeux et tout devient noir. Elle se réveille chez lui et elle comprend tout de suite qu'il s'est passé quelque chose. Quand elle rouvre les yeux, Sandy comprend tout de suite effectivement que quelque chose ne va pas parce qu'elle est complètement nue sur le canapé. Salim Berrada est nu lui aussi. Elle sait qu'il lui a imposé des rapports sexuels alors qu'elle n'était pas d'accord, qu'elle a protesté, qu'elle avait du mal à bouger, qu'il l'a obligée aussi à prendre des photos en se caressant. Et elle se souvient du conseil de sa mère qui lui avait dit « Si un jour il t'arrive quelque chose comme ça, il vaut mieux ne rien faire, te laisser faire parce que sinon ça risque d'aggraver les choses quand tu te sens comme ça en danger. » La jeune femme quitte l'appartement, elle est révoltée. Quelques jours plus tard, elle choisit de lancer une alerte, un message sur la page Facebook du photographe. D'abord, elle raconte qu'en fait, le lendemain, elle se réveille très tard, elle est nauséeuse, elle se souvient vaguement qu'elle est rentrée chez elle en métro grâce à quelqu'un qui l'a aidée. Et elle se dit, je vais au moins essayer de poster un message sur son site Facebook, qu'il utilise beaucoup à l'époque, lui, pour dire aux autres de ne pas y aller. Elle dit, voilà, il ne faut pas aller, n'allez pas chez ce photographe. Et il la menace, il lui dit, en gros, si tu n'enlèves pas ton message, je balance les photos pornographiques de toi. Donc elle efface ses messages. Quelques mois plus tard, Sandy décide de porter plainte. C'est 3 mois plus tard, elle décide de porter plainte parce qu'en fait, elle a parlé à ses parents de ce qui lui est arrivé. Et ils lui ont dit non, mais c'est pas normal ce qui s'est passé. Ça a eu un impact tel qu'elle a arrêté ses études, elle a commencé à travailler dans un bar. Et donc, elle se rend à la police. La police, qui la prend très au sérieux, l'emmène aux unités médico-judiciaires de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, passer des examens. Et dans ses cheveux, ils trouvent des traces de ce qu'on appelle des antihistaminiques, qui sont des produits contre le rhume, mais qui, mélangés à l'alcool, peuvent avoir des effets de somnolence ou des effets comme une drogue. Les policiers ont conduit Sandy à l'unité médico-judiciaire de l'hôpital parisien de l'Hôtel-Dieu, où un médecin lui a délivré une ITT, une interruption temporaire de travail de 30 jours. Pascal Aigret, suite à sa plainte, la jeune Américaine va se rendre compte qu'elle est loin d'être la seule victime.
Elle s'en rend pas compte tout de suite parce qu'après sa plainte, Sandy rentre aux États-Unis. Elle pense même que sa démarche a été oubliée par les autorités françaises. Et ça n'est que fin octobre 2016 qu'elle est avertie qu'il y a d'autres femmes qui ont porté plainte. À cette période, Pascal Aigret, une alerte est lancée sur les réseaux sociaux par une victime qui a tenu à prévenir les autres femmes pour dire en résumé qu'il ne faut pas accepter d'aller chez lui pour un shooting photo. Oui, l'alerte qu'avait tentée Sandy, finalement, elle est également lancée par la jeune femme qui est la deuxième plaignante, mais aussi par une maquilleuse professionnelle qui a entendu parler de cette affaire par une autre maquilleuse, et également par un homme qui se présente comme le président d'un syndicat de mannequins qui, lui, fait carrément circuler une vidéo où il dit « Attention, Salim Berrada est un violeur et surtout, faites-vous dépister même du VIH ». Donc en fait, les alertes sur les réseaux sociaux viennent exactement au moment où la justice s'empare du dossier. L'enquête va durer des années et elle révèle l'organisation quasi industrielle de Salim Berrada pour entrer en contact avec de nombreuses femmes. Oui, ce qui permet à l'accusation de parler d'organisation quasi-industrielle du processus de rencontre, ce sont notamment des fichiers Excel que les enquêteurs ont retrouvés sur son ordinateur, des fichiers qui contenaient des phrases d'accroche, des compliments, des mots d'ordre aussi pour comment se comporter. Par exemple, être intrigant dès la première rencontre, être drôle, relancer par des anecdotes, s'intéresser à elle, ou bien des « Bonjour, je suis photographe, j'aimerais t'avoir devant mon objectif pour révéler ton identité ». En fait, il les flattait, il leur faisait croire à chacune qu'elle pouvait être sa future muse. Et c'est comme ça qu'il arrivait à obtenir que beaucoup de jeunes femmes viennent faire ces séances photos. Salim Berrada est entendu par les enquêteurs et il reconnaît avoir multiplié les rencontres. Oui, il dit que de toute façon, il est photographe, il travaille avec des modèles et qu'en plus, effectivement, il en profite pour avoir des relations sexuelles. Beaucoup, que depuis qu'il est photographe, c'est-à-dire à peu près depuis 2014, donc on est sur 2 ans, il en aurait eu entre 200 et 300 en relations sexuelles. À l'expert psychiatre, plus tard, il dira jusqu'à 600. Pascal Aigret, quand vous écrivez votre premier article sur cette affaire, 7 femmes ont porté plainte. Il y en aura au total 17 dans ce dossier. Des analyses sont effectuées sur les plaignantes et des traces de produits chimiques suspects sont détectées sur une partie des victimes. En effet, pour près de la moitié des plaignantes, les expertises toxicologiques ont décelé dans leurs cheveux majoritairement des traces d'antihistaminiques, donc ces produits dont je parlais qui sont en vente libre dans toutes les pharmacies, et parfois, dans quelques cas, des traces de MDMA. La MDMA, c'est l'ecstasy, donc une drogue, pour le coup, qui n'est pas en vente libre. Ces analyses, elles ne sont pas forcément probantes en tant que telles, parce que parfois, elles ont été faites des mois après. En plus, ce ne sont que des expertises sur les cheveux, mais elles viennent coïncider et du coup renforcer le soupçon d'une soumission chimique que les plaignantes disent pour la plupart avoir ressenti. Salim Berrada est placé en détention provisoire le 13 octobre 2016, mais en novembre 2019, il est remis en liberté sous contrôle judiciaire. Expliquez-nous ça. À l'époque, Salim Berrada n'a pas de casier judiciaire, c'est un détenu modèle, l'instruction traîne. Il a fait plusieurs demandes de remise en liberté et l'une d'elles est acceptée, donc en novembre 2019. Au début, d'ailleurs, il a un bracelet électronique, puis ensuite, il n'en a plus. En tout cas, son contrôle judiciaire lui interdit d'exercer son activité de photographe, impliquant des contacts avec, je cite, les modèles féminins. Mais son contrôle judiciaire ne lui interdit absolument pas d'aller sur les réseaux sociaux. Après sa libération, Salim Berrada se met sur l'application de rencontre Tinder et il fait de nouvelles victimes. Oui, alors ça va lui valoir le surnom de violeur de Tinder. Mais il fréquente pas seulement Tinder, il fréquente d'autres réseaux sociaux. Il va un peu partout avec des pseudos. Alors c'est Solal, Sol, Sacha, Darcy. Ce qu'il y a, c'est que les plaignantes du dossier en cours d'instruction le reconnaissent, des associations militantes aussi, et que du coup, voilà, on alerte en disant « Attention, cet homme-là, c'est un photographe qui a une enquête pour viol en cours, faites attention ». Lui explique ensuite qu'il part même vivre à Marseille pour essayer d'échapper à cette mauvaise réputation sur les réseaux sociaux. À l'été 2023, une deuxième information judiciaire est ouverte à Paris. Mise en examen pour 4 nouvelles plaintes pour viol et agression sexuelle, Salim Berrada retourne en détention provisoire. C'est donc détenu qu'il est jugé par la Cour criminelle de Paris à partir du lundi 18 mars.
Salim Berrada, 38 ans, comparé aujourd'hui devant une cour criminelle pour 13 viols et 4 agressions sexuelles commis sur 17 jeunes femmes entre 2014 et 2016. 2 circonstances aggravantes ont été retenues. L'abus d'autorité, autorité que lui donnait son métier de photographe professionnel, et le caractère sériel des viols. On est face à une série. Il doit répondre de 17 viols et agressions sexuelles et il risque une peine de 20 ans de réclusion. Pascal Aigret, est-ce que vous pouvez nous le décrire au début de l'audience dans le box des accusés ? Dans le box des accusés, on ne voit pas les photos que lui mettait en scène sur les réseaux sociaux, plutôt d'un beau gosse, propre sur lui, avec les cheveux plutôt courts. Là, on a un homme qui a 38 ans, il a une tignasse de cheveux plutôt type coupe afro. C'est un homme fin et quand il se lève pour décliner son identité, on voit qu'il est très grand, il mesure 1m93. Dans la salle, il y a une petite dizaine de femmes qui ont été victimes de lui. Oui, ce sont des jeunes femmes qui, à l'époque des faits qu'elles dénoncent, avaient entre 18 et 26 ans et qui là en ont entre 27 et 35, donc elles sont très jeunes. Elles étaient à l'époque apprenties comédiennes ou apprenties mannequins. Ou aujourd'hui, elles font des choses diverses, mais souvent dans des domaines voisins. Et en fait, ces jeunes femmes ne se connaissaient pas avant l'audience. Elles savent pourquoi elles sont là, puisqu'on les a placées sur le banc des parties civiles. Elles sont placées à gauche, face à la cour. Et il y a une très grande proximité avec le box, parce que la salle est toute petite. Ce qui fait qu'elles voient le box vers leur droite. Et c'est vraiment un face-à-face très tendu, silencieux, où on voit ces jeunes femmes qui fixent cet homme qu'elles accusent. Ça donne une atmosphère très particulière. Salim Berrada a 38 ans, il est marocain, il est né à Casablanca, il est arrivé en France à 18 ans. Qu'est-ce qu'on sait de son enfance et de son parcours ? Salim Berrada, c'est le deuxième fils, le second garçon d'une fratrie de 3. Après, sa maman va adopter une petite fille. Ce qu'il raconte, c'est que son père ne travaille pas, meurt quand lui a 10 ans, que son père était quelqu'un de plutôt violent et d'absent, que c'est sa maman, ce qui est singulier dans un pays de tradition musulmane, qui est la seule à travailler. Elle est couturière, ça marche plutôt bien, mais plus à partir du décès du papa, ils vont traverser une phase très difficile. Et ce qu'on sent dans ce qu'il raconte, c'est que Salim, c'est le mal-aimé de la fratrie, donc il se plonge dans les études. Il décide qu'il va réussir comme ça dans la vie. Donc il marche très bien puisqu'il passe un bac scientifique. Ensuite, il passe des concours pour devenir ingénieur, mais des concours d'école en France. Il est admis à l'école d'ingénieur de Bordeaux. Il part avec 20 € en poche, donc il va quand même se débrouiller pour financer ses études en donnant des cours de mathématiques. Il a plutôt un parcours très méritoire. Et à la sortie de ses études, il va devenir ingénieur informaticien dans des entreprises, notamment à Paris et en région parisienne. À quel moment il décide de se lancer dans la photo ? Il commence à se dire, finalement, j'ai toujours voulu, il le dit comme ça, à l'audience, créer. Il a toujours été attiré par l'art et il se dit, moi, je vais devenir photographe vers 2012-2013. Donc, il démissionne, il va vivre du chômage et il se lance dans la photo. Et ça fonctionne plutôt assez vite, assez bien. Et il sait utiliser les réseaux sociaux puisqu'il passe par Facebook, il a un site internet et il commence à avoir une bonne notoriété. Parmi les premières victimes à témoigner à la barre, il y a Solène, elle a 30 ans, elle avait 21 ans au moment des faits, en 2015. Oui, Solène est un peu un cas à part en ce qui concerne le mode de rencontre avec Salim Berrada, parce qu'à l'époque, elle est déjà, à 21 ans, maquilleuse professionnelle. C'est sa passion. Et elle connaît Salim Berrada pour avoir déjà travaillé avec lui. Elle dit même qu'ils s'entendent bien. Elle croit qu'il est gay, elle est en confiance. Et voilà, ce jour-là, en fait, elle vient pour maquiller un modèle. Donc, c'est un rendez-vous de travail. Mais pas longtemps avant, Salim Berrada lui a proposé aussi de poser en tant que modèle dans une série de nus artistiques qu'elle trouve très beau. Et elle s'est dit, elle est un peu flattée, pourquoi pas moi aussi. Ils se disent, tiens, on va faire la séance aujourd'hui. Que se passe-t-il ? Solène raconte qu'ils prennent un verre et que très vite, elle se sent vraiment très mal. Que Salim Berrada commence à lui parler de sexe, commence à l'embrasser, qu'elle lui crie d'arrêter mais qu'il continue et il l'entraîne sur le canapé. Elle raconte des viols successifs extrêmement brutaux. Elle parle aussi de l'après. L'après, c'est son propre déni. Elle se dit, c'est de ma faute, j'aurais pas dû boire d'alcool. Elle ne comprend pas ce qui lui est arrivé, en fait. Elle a honte. Ce récit-là, comme beaucoup d'autres récits à la barre, sont des récits de viols tellement circonstanciés, détaillés et tellement violents. On a l'impression qu'elles revivent leur viol en le racontant.
que ça paraît être d'une sincérité absolue. Comment réagit Salim Berrada ? La plupart du temps, il est immobile dans le box, il écoute vraiment avec attention, il les regarde, il fait parfois non de la tête. Après chaque déposition, il est interrogé et pour Solène, il assure que le rapport sexuel était consenti, vigoureux mais pas brutal, qu'elle savait qu'il était hétérosexuel, qu'elle a sans doute regretté après, en fait, et que c'est pour ça qu'elle raconte ça. Il dit même qu'elle est l'exemple type d'une personne qui a des souvenirs qui ont changé après avoir vu ce qui a circulé sur les réseaux sociaux. Lui, en résumé, ce qu'il dit, c'est que les femmes, en découvrant sur Internet sa réputation et les alertes, ont ensuite revisité ce qu'elles avaient vécu dans son appartement, c'est ça ? Il pense que la plupart des plaignantes, de ces accusatrices, sont des jeunes femmes qui regrettent la manière dont ça s'est passé, la façon très goujate dont, après le rapport sexuel, il les a en gros congédiées une fois que c'était terminé. Il se reconnaît même abject. En fait, pour lui, c'est plutôt une faute morale, mais en tout cas, pas un viol, pas une agression sexuelle. Comment est-ce qu'il s'exprime ? Il fait quelle impression ? Il s'exprime très bien. Il dit pas mais elle mente ou cette accusatrice-là ment. Il dit elle a revisité donc la façon dont ça s'était passé parce qu'elle a sans doute été traumatisée à l'idée d'avoir couché avec un violeur puisque c'est comme ça que je suis présentée maintenant. Et puis en plus, comme je lui ai pas envoyé les photos, elle veut se venger. Puis finalement, elles ont toutes copié le même récit. Elles se sont donné le mot. Il y a un effet d'entraînement. Voilà. Un autre exemple, il dit non, je ne suis pas addict au sexe comme il avait pu le dire au début pendant ses gardes à vue. Je suis addict à la séduction, à l'idée de plaire. Alors là, ça fait fortement réagir les jeunes femmes sur les bancs des partis civils. Mais voilà, c'est sa façon d'être. C'est je suis là pour expliquer que c'est sa façon de se défendre. Et il faut dire que ça agace beaucoup la cour. Clara Seren-Rosso, comme souvent dans les procès qui durent plus d'une semaine, les journalistes du Parisien se relaient. Vous êtes là le mercredi 27 mars, au 8e jour de son procès, et à un moment, Salim Berrada semble préparer le terrain à un éventuel changement de version. Il dit qu'il a bien écouté tous ces témoignages. Oui, il a été très solennel, hein. Il lève la tête pour commencer à s'exprimer. Il dit qu'il y a eu du cheminement dans son esprit depuis le début de l'audience. Il dit qu'il a écouté tout le monde, que tout le monde a été très sincère. Alors là, c'est le silence complet dans la salle. On est un peu tous suspendus à ses paroles. Comment réagissent les plaignantes quand il commence à dire ça ? En fait, elle ne le regarde même pas. Elle regarde le sol. Il y a même une des plaignantes qui quitte la salle au moment où il commence à parler. Et donc, que dit Salim Berrada ? Comment il poursuit ? En fait, finalement, Salim Berrada, il dit qu'il veut comprendre, mais ce qu'il veut comprendre, c'est pourquoi les femmes mentent ou alors pourquoi les femmes tordent la vérité. Lui, il n'avoue rien du tout. En réalité, il pense qu'il n'a jamais forcé personne. Donc on aurait pu s'attendre à des aveux et finalement, c'est pas du tout le cas. Comment réagissent les plaignantes ? Ça crée pas de remous particulier. On peut penser qu'elle savait à quoi s'attendre. En fait, il a été entendu 17 fois pour 17 victimes. À chaque fois, il a été entendu après les témoignages. À chaque fois, c'était le même discours. Et là, c'est toujours le même discours très narcissique. C'est-à-dire, elles ont couché avec moi parce qu'elles en avaient envie. Et aujourd'hui, je suis un espèce de monstre dans les médias. Et donc, elles n'acceptent pas d'avoir fait ça. Pascal Aigret, le jeudi 28 mars, c'est les réquisitions. Une peine de 19 ans de prison est demandée contre lui. Au dernier jour du procès, le vendredi 29 mars, la parole est à la défense. Franchement, la tâche était compliquée pour la défense. Ses avocats, maître Irina Kratz et Ambroise Vianney-Leguet, ont demandé à la Cour de ne pas douter de la sincérité des explications que donnait Salim Berrada. Ils ont demandé à la Cour donc de faire du cas par cas. Sous-entendu d'essayer de vraiment analyser la situation de chacune des accusatrices à l'aune de ce qu'elles racontent et aussi à l'aune de ses propres explications. Voilà ce qu'ils ont essentiellement demandé à la Cour. Ils n'ont donc pas plaidé l'acquittement, loin de là. Sans doute pour corriger le portrait d'un monstre froid, prédateur, qu'avait donné l'avocat général et que donnait l'accusation. Ils ont plutôt parlé d'un triste cire, perdu dans une fuite pathétique. Donc un portrait plutôt triste et pathétique de leurs clients, mais en tout cas pas celui d'un prédateur.
L'actualité ce soir, c'est aussi le verdict dans l'affaire du violeur de Tinder. Salim Berrada, ancien photographe de mode, a été condamné ce soir à 18 ans de réclusion. La Cour criminelle de Paris condamne Salim Berrada à 18 ans de réclusion avec une peine de sûreté des 2/3 et une interdiction définitive du territoire français, ce qui veut dire qu'il devra être reconduit à la frontière une fois sa peine purgée. Pascal Aigret, il est condamné pour 15 des 17 viols et agressions sexuelles dont il était accusé. Pourquoi ? Parce que pour l'un des viols, l'un des 13 viols, et pour l'une des 3 agressions sexuelles, la Cour a considéré que le doute pouvait lui profiter et que les éléments n'étaient pas suffisamment probants pour le condamner. Donc ils ont fait effectivement du cas par cas. Pascal Aigret, on parlait au début de cet épisode de Code Source de Sandy, l'américaine, l'une des premières plaignantes dans ce dossier. Elle n'a pas suivi le procès, elle n'était pas là. Mais est-ce qu'on sait ce qu'elle est devenue ? Son avocate, maître Martine Moscovici, sait qu'elle vit à San Francisco. Elle a longtemps gardé contact avec elle, mais elle n'a pas du tout réussi à la joindre avant l'audience, avant le procès. Et elle m'a dit qu'il lui semblait que jamais Sandy ne s'était remise du traumatisme de cette affaire. Merci à Pascal Aigret et Clara Seren-Rosso. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Pueyo. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Chaque mercredi, il y a aussi maintenant Le Sacre, un nouveau podcast du Parisien consacré à Paris 2024. Confidence de médaillés d'or olympiques et paralympiques au micro d'Anne-Laure Bonnet. Et puis n'oubliez pas Crime Story, chaque samedi, une grande affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien.